Donc aujourd'hui, nous accueillons Martin Heitsch, qui est directeur de recherche au CNRS à Toulouse. Martin a obtenu son doctorat à l'université de Cambridge en 1991, avant d'intégrer le CNRS en 1995. Il a été d'abord en poste au CECM CNRS de Vitry, puis à Toulouse à partir de 2004. Ses recherches portent sur le développement de techniques de microscopie électronique quantitative pour des applications en sciences des matériaux. Il est notamment l'inventeur de l'analyse de phase géométrique, GPA, et de l'holographie électronique en champ sombre, DFEH, deux techniques de mesure de déformation cristalline à l'échelle nanométrique. Martin Heitsch a reçu le prix européen de microscopie EMA en 2008. Il a publié 130 articles dans des revues internationales, déposé 6 brevets et donné plus de 60 conférences, invité lors de congrès et de workshops internationaux. Voilà, je laisse la parole à Martin pour sa présentation. Merci. C'est un plaisir d'être ici. C'est presque ma première sortie depuis 2 ans dans un congrès pour présenter des travaux. Donc ça, c'est un plaisir. Et aussi, on m'avait demandé de parler un peu de la boule. Et donc, ça ne me gêne absolument pas. C'est quelque chose qui est assez important pour moi et dans mes recherches. Et mes recherches, effectivement, ne font pas tout seul. Là, en particulier, quand je vais parler de l'holographie, je vais parler des travaux qu'on fait avec Christophe Gattel, qui est maître de conférence ici, Étienne Snook, qui est directeur de recherche au CNRS, au CMS, et c'est lui qui m'a invité de venir s'installer à Toulouse. C'était une très bonne idée. Et Florent, on va voir tout à l'heure, qui était souvent aux manettes, au microscope avec moi. Donc voilà une image d'une ville que je commence à connaître, prise sur Géoportail en 2022. Effectivement, Toulouse, il est assez étalé, et nous, on est là. Et je vais parler de la boule, qui est un peu plus loin sur le canal. Ça n'a pas toujours été comme ça. En 1950, au bord de la canal, il n'y avait que des champs, avec quelques maisons qui étaient autour. Et puis, à la fin des années 50, a été construit ce laboratoire avec sa boule, qui a été inauguré en 1959 par le général de Gaulle, qu'on voit dans cette magnifique voiture. Cette image du laboratoire ne date pas de 1959, c'est de quelques années plus tard, parce que par la suite, en plus de la boule, il a eu le briquet qui a été ajouté sur le site. Donc pourquoi on a construit ce laboratoire et pourquoi on a construit la boule? Et pour ça, il faut regarder à l'intérieur de la boule, qui se visite chaque fois qu'il y a des portes ouvertes ou quand on a des visiteurs. On les emmène toujours à l'intérieur de la boule, qui n'a pas beaucoup changé entre 1959 et 2022. Là, on a ajouté un peu des couleurs. Mais en fait, il était construit pour mettre un accélérateur de particules, dans ce cas-là, des électrons. Et l'idée, c'est d'accélérer ces électrons jusqu'à 1 million de volts. Et donc, c'est ça l'appareil assez impressionnant qui est ici, qu'en fait, ça monte jusqu'à 1 million de volts en haut. Et puis, les électrons vont descendre et passer dans des étages inférieurs. C'est une boule parce que cet accélérateur est dans l'air libre. Et donc, le monsieur qui est ici, en fait, je vous assure,
l'accélérateur n'était pas en tension à ce moment-là. Autrement, il aurait pris un arc électrique assez violent. Et quand on a expliqué à l'architecte qu'il faut être à une certaine distance de l'accélérateur, ça l'a inspiré de faire la boule. Et en métal, qui est important. C'est en métal également parce que ça crée une cage de Faraday pour protéger l'intérieur des radiations électromagnétiques. Donc ce qu'on montre un peu moins, c'est ce qui est en dessous, dans l'étage en dessous, où il y a des expériences qui se font. Ah oui, pardon. C'est pas cette expérience-là qu'on fait. En fait, c'est plutôt ça qui était sous la boule en 59, où c'est un microscope électronique en transmission, c'est-à-dire qu'on traverse l'échantillon avec des électrons et puis on crée des images. Et c'est toujours un excellent endroit de mettre des microscopes. Et ça, c'est l'état actuel en 2022. Donc voilà, Florent devant le microscope, où on a notre microscope de dernière génération qui est dans cette salle, qui est juste en dessous de l'accélérateur. Maintenant, les accélérateurs sont beaucoup plus petits. C'est 300 kV d'ailleurs. Et donc, on peut voir l'accélérateur dans la pièce. Et on n'a plus besoin de l'étage en dessous. Donc, pourquoi la microscopie électronique? Je dois donner un peu de résumé très rapide, historique, des débuts de la microscopie et pourquoi c'est intéressant et pourquoi on va créer des images de phase avec. C'est J.J. Thomson qui a identifié l'électron. Et puis, il y a Du Bois qui propose que les particules agissent aussi comme des ondes et ils ont une longueur d'onde associée. Donc, puisque l'électron a une certaine masse, il a une tout petit longueur d'onde. Et donc, les gens ont eu l'idée, s'il y a un petit longueur d'onde qui est plus petit que la lumière, peut-être on peut faire des microscopes qui sont plus puissants et peut regarder à une échelle plus petite. Donc, il y a les premiers travaux sur les lentilles électromagnétiques et la diffraction qui a dévié beaucoup vers les télévisions. C'est pour ça qu'on faisait ça. C'était pour qu'on a des téléviseurs. Il y a eu beaucoup de travaux dans ce domaine. Mais heureusement, il y a certaines personnes qui ont pensé que peut-être on pourrait utiliser cette technologie pour autre chose. Et là, il faut que je parle des années juste avant et après la dernière guerre en Europe, où on a en 1931 Rösker et Knoll qui construit le premier microscope à Berlin. Et il a le Rösker qui a le prix Nobel des années plus tard. Et puis, qui génère beaucoup d'intérêt dans la communauté. Et puis, il y a deux personnes, d'autres qui sont morts parce qu'ils étaient résistants pendant la guerre. Mais il y avait Dupuy et Grivet qui ont survécu et qui ont construit les premiers microscopes en France. Et on a ce que Dupuy, après l'ancêtre, construit en 1942, ou finalisé en 1942, qui est toujours dans l'entrée du CMS, si vous venez au laboratoire. Et un autre développement que je dois mentionner, qui est Denis Gabor, qui a fui l'Hongrie et qui est venu en Angleterre, dans la ville de Rugby. Donc c'est la ville où le jeu a été inventé à l'école de rugby. Et il a inventé l'holographie qui sera d'intérêt dans cet exposé. Donc maintenant, je vais revenir à la boule. Donc Dupuy a construit son premier microscope et puis il a une vision. Voilà. Gaston Dupuy, c'est quelqu'un qui a la vision, qui sait ce qu'il veut faire et il y va et il trouve des moyens de le faire.
Être directeur général du CNRS entre 50 et 57, c'était utile d'ailleurs, pour pouvoir construire son microscope par la suite. Et il a cette vision que dans ce monde, l'homme est un peu entre les deux extrêmes en termes de spatial, entre l'immensité de l'espace et puis le tout petit monde qu'on appelle le nanomonde aujourd'hui. Et on est attiré irrésistiblement vers ces deux extrêmes. Lui, il voulait dépasser, comme quasiment tous les premiers inventeurs, pionniers de la microscopie électronique, il voulait dépasser la microscopie optique. Et qu'est-ce qu'on regardait? On regardait les matériaux biologiques. C'est ça qu'on voulait surtout sonder. Donc à gauche, c'est des neurones, et à droite, j'ai l'ADN qui était pris, des images prises dans la boule d'ailleurs. Mais en fait, les microscopes, on ne savait pas, mais l'objet idéal pour cette microscopie, c'était pour un objet qu'on ne connaissait pas à cette époque, qui était très controversé. Il faut croire, hein. Il y a eu des laboratoires, mon ancien laboratoire, qui était presque déchiré en deux camps, ceux qui croyaient dans les dislocations et les autres qui ne croyaient pas. Et la microscopie a aidé à montrer que ces dislocations existaient réellement et qu'en fait, ça fait un axe du laboratoire qui continue jusqu'à aujourd'hui pour étudier la plasticité des métaux et des alliages, souvent liés à l'industrie d'aéronautique pour ces études. Mais je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de quelque chose d'autre que Gaston n'avait pas prévu. D'ailleurs, personne n'avait prévu avant 1977, presque. C'est les hologrammes. Donc ça, c'était ma première expérience avec des hologrammes. C'était dans une salle de cinéma. Et on voyait l'hologramme apparaître, la princesse Léa. Et puis, c'est cette idée de voir des objets en 3D. Quand on fait ça en microscopie, c'est un peu prosaïque. Et en fait, je vais vous donner un schéma pour montrer comment on fait cette holographie, qui est le suivant. On a le canon d'électrons qui est, si je peux retrouver, voilà, qui est ici, qui est au microscope, et puis il va traverser les lentilles, et on va envoyer un faisceau d'électrons qui va passer par l'objet. Il y a une partie du faisceau qui passe par le vide, et puis on utilise un biprisme ici, électronique, qui va dévier les deux faisceaux pour qu'ils créent l'hologramme. Donc c'est ça le base de la manip. À l'origine, en fait, le biprisme, en fait, c'est un fil qui est très fin, qu'il faut charger, mettre une charge positive. Comme ça, l'électron qui a une charge négative est attiré vers le fil. Et c'est pour ça qu'il est dévié dans ce plan pour interférer, pour créer l'hologramme. Et au début, on utilisait des fils dans une étoile d'araignée parce qu'il fallait quelque chose de très long, très fin et aussi résistant, qu'on mettait un peu de métal sur la surface et ça faisait l'affaire. Maintenant, on utilise une autre technique, mais ce n'est pas très éloigné. Et évidemment, j'ai coloré les deux faisceaux en bleu et en jaune, mais on sait de la mécanique quantique que c'est un seul électron qui va traverser le système, qui s'interfère avec lui-même à cause de la dualité onde-particule pour créer l'interférence. Et moi, à l'école, j'avais appris la dualité onde-particule un peu avec Feynman comme beaucoup de monde, où il a cette manip d'esprit, où on va, il appelait ça des balles,
on a un canon avec des balles ici qui vont traverser un double fente ici, et on va avoir une espèce de patate d'intensité à l'écran. Et en fait, on a fait cette manip, donc c'est l'équipe de Pozzi qui avait fait cette manip, où il fait l'holographie électronique, mais avec un seul électron dans la colonne à la fois. Donc il détecte chaque électron qui arrive individuellement. Et là, on voit qu'il y a quelques électrons qui sont déjà arrivés. Mais on sait de la mécanique quantique que si on envoie des électrons qui sont d'une source cohérente, comme les lasers, on va avoir un système d'interférence parce qu'il agit aussi comme une onde. Et la preuve, il y a eu beaucoup de preuves, mais celui-là, j'aime bien, où on voit progressivement les franges d'interférence apparaître avec chaque électron qui arrive. Donc, on va analyser ces franges d'interférence pour déterminer certaines choses sur l'échantillon qui sont intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder avec ces franges d'interférence? Les franges d'interférence, en fait, moi j'aime bien, mais c'est un cosinus ou un sinus. J'ai toujours aimé ça à l'école, mais voilà le genre de tracé d'intensité qu'on aurait en holographie. Et qu'est-ce qu'on va mesurer avec ça? On va surtout mesurer la position de ces franges par rapport à une référence. Donc, si les positions changent, la phase du cosinus change. Par exemple, ici, on est quasiment passé d'un cosinus à un sinus, c'est-à-dire on a changé la phase par pi. Et on peut aller jusqu'à 2pi, et après on ne sait plus où on est. Il faut revenir à 0. Donc c'est ça qu'on va mesurer. On va surtout mesurer les positions. Donc c'est une technique qui est basée beaucoup sur la géométrie, et on peut comprendre à partir de la géométrie et des mesures de position. Donc il y a différentes phases. Donc on mesure toujours une phase à partir d'un hologramme ou un interférogramme, mais la phase a différentes origines physiques et aussi différentes interprétations. Je vais donner un exemple de différents types de phases. Vous allez voir plusieurs. Le premier que je vous montre est la phase géométrique, c'est-à-dire qui est liée à la position d'un objet. Dans ce cas-là, je vous montre un réseau d'atomes dans un cristal. Et ici, les atomes où le cristal est dans les différentes positions, il y aura différentes phases géométriques associées. Donc bon, si c'est un cristal parfait, ce n'est pas très intéressant. Par contre, si on a un cristal où on a deux cristaux qui sont légèrement écartés, un joint de gramme par exemple, si on pourrait mesurer la phase géométrique, on pourrait mesurer l'écartement des deux cristaux et on pourrait mesurer le déplacement d'un cristal par rapport à un autre. Et puisque c'est une technique interférométrique, on peut le faire avec une très grande précision. Et c'est ça l'intérêt de ces mesures en holographie en général. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler une phase cristalline, c'est-à-dire ça concerne la position des atomes au sein du cristal. Et ça change la phase cristalline. Donc ça, c'est la phase, si vous êtes familier avec la diffraction, rayons X ou électronique ou neutrons, c'est la phase qu'on associe au facteur de structure qui définit le cristal. Et c'est pareil, si on a un cristal qui n'est pas parfait, par exemple on a une paroi de domaine, la phase cristalline va changer d'un côté de l'autre du cristal. Mais il y a aussi une phase électrostatique. C'est-à-dire que quand un électron traverse la matière, il est attiré par les positrons
qui sont là dans les protons, les protons qui sont dans le noyau des atomes, et donc il est accéléré. Et on a un indice de réfraction pour les électrons, comme la lumière, qui change en fonction du matériau qui traverse. Donc ici, ils sont accélérés, et donc l'onde sort l'autre côté, un peu en avance de l'autre cristal. Et donc, le déphasage, c'est cette petite distance entre les deux fronts d'onde, et c'est ça qu'on va mesurer, et on peut le décrire en étant dû aux différences de potentiel interne entre les deux matériaux. Mais comment est-ce qu'on peut le mesurer? Parce que si je mets un capteur en bas de l'écran, je vais voir les électrons arriver, et je ne vais pas voir s'ils étaient de l'un côté ou de l'autre. C'est juste une différence de phase, l'arrivée des ondes. Donc, l'astuce, c'est d'incliner les deux faisceaux et regarder vers une référence, c'est-à-dire que j'ai un faisceau qui arrive d'onde qui arrive d'un objet, et j'envoie un autre onde de référence, et vous voyez que si les deux sont en phase, on va avoir le maximum, et donc les franges d'interférence vont être dans une certaine position. Donc si j'ai une autre partie de mon onde qui est légèrement déphasée, juste par géométrie, les maxima vont se déplacer, parce que c'est ici qu'ils sont en phase maintenant. Et donc, en mesurant la position des franges par rapport à une référence, on peut déterminer la phase du front d'onde. Et si je reviens à la phase géométrique, qui m'est chère, si on a une onde diffractée qui sort du cristal, ou une onde qui a été déviée par le cristal, et on le compare avec une autre onde qui sort du cristal, vous voyez, géométriquement, j'ai rien fait. J'ai juste déplacé les deux cristaux, le rouge et le vert, et juste en traçant des lignes de front, on voit que géométriquement, on a un petit déphasage, et c'est ça la phase géométrique qu'on peut mesurer pour déterminer le déplacement des cristaux. Et si je résume ici, on peut avoir ces différentes phases géométriques cristallines magnétiques dont je n'ai pas parlé et électriques. Et comme ça, on peut déterminer les différents champs qui sont présents dans le matériau. Et ici, j'ai résumé ça un peu. On va voir tout à l'heure que la phase peut donner des informations sur les déplacements, le champ magnétique ou électrique. Et le dérivé de la phase, comme pour les champs, le dérivé du champ de déplacement, c'est la déformation. Le dérivé du potentiel électromagnétique, c'est le champ magnétique. Et puis, pareil pour l'électrique. Donc, à quoi ressemblent ces hologrammes? Donc, je vais vous montrer un vrai exemple qui était un hologramme pris sur une nanoparticule, je crois que c'est du fer nickel, qu'on va voir dans un instant, de quelques centaines de nanomètres de largeur. Et on voit que l'hologramme, effectivement, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On voit juste des lignes. Si je vois un petit zoom ici, vous voyez que ces lignes au bord d'une nanoparticule sont légèrement déviées. Et ça, c'est parce que sa phase est légèrement différente par rapport au vide. Et si je mesure cette phase de ces franges, c'est ça l'image qu'on a, que j'ai mis en couleur, comme ça on voit mieux. On voit que c'est une sphère, cette nanoparticule, et puisqu'il a le même potentiel interne partout, on voit en fait l'épaisseur projetée du matériau qui est à la phase. Et donc, avec cette méthode, on peut voir un peu la forme tridimensionnelle du particule.
ce n'est pas nécessairement l'application la plus utilisée de l'holographie. Mais il y a autre chose, j'ai dit qu'il est sensible au champ électrique. Donc voici un exemple de, cette fois-ci, un petit cube d'oxyde de magnésium qui, quand on prend l'hologramme, en fait, c'est ça la phase. Et cette fois-ci, on voit qu'autour du particule, on n'a plus une phase constante, comme le cas précédent, mais on a l'impression qu'il bave et qu'on a un déphasage qui est dans le vide. Et en fait, ça vient du champ, un champ électrique qui est lié aux charges qui sont dans cette petite particule. Donc, en fait, la particule est chargée, et si on fait un peu de Maxwell ou de Gauss, on peut mesurer le nombre de charges qui sont dans cette particule. Et dans ce cas-là, on a mesuré qu'il y avait 40. Ce n'était pas des charges négatives, c'était des charges positives. On a éjecté des électrons et on a laissé derrière des trous. Et on a 40 charges élémentaires, plus ou moins une charge qu'on a mesurée, qui sont sur cette particule. Et comme ça, on peut utiliser l'holographie pour essayer de compter les charges dans les objets. Ça, c'est statique, mais on peut aussi regarder plus en dynamique. Et voici la manip qu'on appelle la manip Michelangelo, parce qu'on a, on a mis 2 nanocones de carbone face à face, qu'on a mis un potentiel sur les deux pour créer un champ électrique entre les deux. Et d'ailleurs, on voulait émettre des électrons entre les deux pointes. Et en haut, on voit l'hologramme et à droite, le déphasage. Et si on augmente le potentiel, le champ augmente. Donc, le gradient de la phase est plus important. Et donc, on arrive à avoir le champ qui augmente et qui diminue en fonction du potentiel appliqué. Comme je disais, on peut aussi voir les champs magnétiques. Et ça, c'était la première expérience que j'ai faite en holographie. C'était pour regarder le champ magnétique dans les nanoparticules de fer nickel, toujours. C'était une spécialité de mon ancien laboratoire, Yannick Champion à l'époque. Et si on regarde la phase magnétique, c'est pareil. On peut voir pas l'arrangement des électrons ou des charges, mais plutôt l'arrangement des moments magnétiques dans un matériau. Et dans ce cas-là, on a un vortex. Ici, on peut, je ne vais pas expliquer comment faire, mais on peut traduire la phase en champ magnétique. Et ici, on voit les lignes de champ qui tournent dans ce petit nanoparticule et puis parfois dans le vide. Et ça s'appelle un vortex parce que les petits moments magnétiques sont les uns sur les autres qui tournoient. Et ça, c'est un exemple plus récent de Christophe qui a regardé des nanocubes de fer et regardé les différents états magnétiques dans le verre où c'est encore plus petit, ça ne fait que 10-20 nanomètres par rapport à celui-là, qui est fait une centaine de nanomètres. Et même à cette échelle, on arrive à voir des configurations qu'il faut faire modélisation adaptée pour pouvoir comprendre exactement ce qui se passe. Donc pourquoi les champs sont intéressants à l'échelle nano? C'est très intéressant pour nous en tant que physiciens, mais il a des applications énormes. Et je montre juste le cas de la microélectronique, où en fait, tous les petits transistors, composants, etc., en fait, on pourrait les appeler tous des dispositifs à effet de champ, parce qu'ils manipulent le champ, soit un champ électrique local, comme dans notre bon vieux transistor MOSFET, ici, qui est la base de quasiment tous les puces qu'on a dans les ordinateurs, ou plus futuriste,
comme utiliser l'effet piezo pour faire un transistor, ou même combiner l'effet magnétique et électrique dans un transistor pour toujours essayer de baisser la consommation énergétique, augmenter, miniaturiser et gagner beaucoup d'argent, évidemment, accessoirement. Mais il faut pouvoir voir ces champs à très petite échelle, qui a été la motivation de différents travaux qu'on a fait en holographie aussi. Et voilà un exemple du mesure de la phase géométrique avec la technique de holographie en champ sombre, qu'on a appelé aussi holodark à l'époque, où on a un petit transistor qui est basé sur une compression du silicium dans le canal du transistor. Ici, le silicium est compressé. Et ça, c'est la modélisation qu'on fait pour essayer de voir s'il est compressé, s'il est en bleu, disons, ou s'il est en tension en vert. Et ça, c'est la mesure qu'on a faite expérimentalement pour montrer qu'à cette échelle, on pourrait mesurer les déformations à très petite échelle, hein, de 1%, voire 0,1% dans ces transistors. On peut aussi essayer de voir ces dispositifs en opération. Donc c'est pour ça qu'on dit operando, c'est essayer de voir des dispositifs vraiment dans l'état d'utilisation réelle. Et un des exemples du groupe, avec Christophe et Étienne et Robin, je vois, et des collaborateurs à Seagate et en Irlande, c'était d'essayer de regarder la tête de lecture dans un disque dur, qui en fait est tout petit, hein, c'est impressionnant. La tête de lecture à l'époque, on parle de 2015, était de 80 nanomètres. Et puis ils ont fait cette manip assez héroïque, où ils ont usiné avec le fibre pour extraire un dispositif, mais tout en gardant les connexions électrique pour pouvoir le faire fonctionner. Il est positionné dans un porte-objet spécial dans le microscope où on a des fils qui vont arriver jusqu'à l'objet pour pouvoir essayer de le faire fonctionner dans le microscope. Bon, il vous faudrait un peu d'imagination là, mais on a en haut la tête de lecture. Ici, on a l'hologramme. Et on va faire passer un courant dans le dispositif pour voir le champ magnétique. Dans ce cas-là, c'est un champ magnétique. Et c'est pour ça qu'on a ce très joli déphasage ici, que j'ai rendu en ligne de champ, en prenant le cosinus de la phase. Et puis, on fait tourner le dispositif. Et on voit le champ magnétique changer. Donc, je vais accélérer un peu la manip. Et on peut voir des lignes de champ changer quand on change le courant dans le dispositif. Et en fait, on passe le courant pour qu'il inverse le champ. Donc là, il est vers un champ nul. Et après, le champ va s'inverser pour écrire. Et puis, il va revenir vers le champ nul, où on a le moins de... Ici, où les lignes sont serrées, c'est fort. Et là, on voit que les lignes s'estompent, c'est-à-dire qu'on est revenu à l'état zéro, où il n'y a pas de champ magnétique. Voilà. Mais plus récemment, on a fait des manips aussi sur les composants électriques. Cette fois-ci, c'est des condensateurs qui viennent de ST. On a une collaboration avec eux là-dessus, où ils ont pris la ligne de production, les plaques qui sortent de l'usine. Ils sont très forts hein, pour sortir, découper l'échantillon, sortir un dispositif. Et là, on voit un zoom sur un dispositif où on a un nanocondensateur, où on a un oxyde qui est entre deux métals, hein, et on va appliquer un potentiel
entre les deux. Et c'est pour ça que dans la phase de l'hologramme, on voit deux couleurs qui représentent le potentiel qu'on a appliqué sur le petit dispositif. Mais on peut dézoomer pour voir un peu mieux l'objet en question, où il y a le contact de cuivre qui arrive ici, on a le dispositif et on voit le champ qui est créé entre les deux électrodes. Et on peut voir ça au niveau carrément du device, qui est quand même à l'échelle de microns, où on a plusieurs petits condensateurs qui sont alignés. Et ça, c'est l'échantillon qui a été usiné dans le fibre, microscope à ion focalisé, pour découper une petite lame de matière où on a maintenu les lignes de connexion ici pour pouvoir faire passer le potentiel entre les deux côtés. Donc, l'holographie était très utile pour ces matériaux, les premiers microscopes pour les dispositifs. Et maintenant, on veut revenir plus vers le futur et l'actuel pour dire que au début de la microscopie, on voulait regarder les matériaux biologiques. Et il y a un projet. Donc, il y a Elio qui est en thèse avec Pierre-Emmanuel Glaise du CBI et d'Étienne au CMS, où ils vont essayer d'utiliser l'holographie pour regarder les matériaux biologiques. Et ici, c'est un exemple d'un virus assez grand. Il fait 65 nanomètres de large. Bon. C'est pas le plus grand. Et puis, si on regardait classiquement, on verrait peut-être un vague ombre. Mais la phase de l'hologramme est parfois plus parlante et on voit un peu mieux la structure du virus avec la tête du virus qui est en bas ici, où on commence à voir quelques détails, et puis le corps ici. Donc ça, c'est le but, c'est essayer de voir, on ne sait pas, est-ce que l'holographie serait utile pour ce genre d'objet et jusqu'où on peut l'emmener pour regarder ces objets biologiques. Donc si je commence à résumer et regarder vers le futur, je pense que c'est toujours important de penser aux anciens espaces et de les réutiliser. Ils étaient parfois mieux dimensionnés à l'époque parce qu'on avait de l'espace, on avait des moyens. Donc, par exemple, comme je vous avais montré, le vieux 1 million de volts, c'est l'endroit idéal pour le nouveau microscope. Il est toujours dans une cage de Faraday, il est bien protégé. Malheureusement, je n'ai pas une photo des fondations, mais les fondations sont impressionnantes. C'est un énorme bloc de béton de plusieurs tonnes sur lequel le microscope est posé pour avoir la stabilisation optimale. Et juste pour montrer dans mon ancien labo, Crick et Watson avait besoin d'une grande pièce en hauteur parce que pour le modèle, ils avaient besoin de mettre en hauteur et c'est pas toujours, il y a pas toujours des endroits comme ça dans les labos. Et par la suite, c'était utilisé pour mettre le 600 kV à Cambridge. Il y a un nouveau projet au labo que je vais juste évoquer, qui utilise cet bel espace qui est dans le briquet. Donc là, on passe de la boule au briquet. Et où il y a cette manip, ce projet assez, au début, assez extraordinaire, il faut dire, mené par Arnaud Arbouet et Florent Houdelier, où ils voulaient construire un microscope ultra rapide, c'est-à-dire où on utilise des lasers pour stimuler la pointe, et comme ça, on peut avoir des petits paquets d'électrons qui arrivent avec une précision de quelques femtosecondes. Et ils ont construit ce premier prototype où ils ont fait le premier hologramme
avec une résolution temporelle de 400 femtosecondes. C'est bruité, je vous accorde, mais on a très peu d'électrons. Mais on voit bien la phase de l'hologramme. Et donc, le principe a été démontré. Et maintenant, il faut stabiliser l'environnement, mettre ça sur une nouvelle colonne et essayer de refaire ces manips sur un objet qui va bouger à cette échelle-là. Et comme je disais au début, l'endroit idéal, c'est quand même par ici. Il était bien placé, ce laboratoire, finalement. Gaston Dupuis avait regardé quand même, il a vu qu'il y avait des champs libres qui n'étaient pas chers, c'est bien. Il y a le canal qui va à côté. La voie rapide, heureusement, il est de l'autre côté du canal. Ça, c'était une bataille de l'époque qui aurait tué toutes les manips de la boule si la voie rapide a été de ce côté-là. Mais maintenant, on est protégé. Et la présence du canal nous a protégés du métro, qui est très bien qu'il y ait un métro pour le laboratoire, mais c'est très bien aussi qu'il n'est pas trop près, parce que le champ électromagnétique, c'est quelque chose, que mes collègues à Paris connaissent bien d'ailleurs. Et là, on est bien stable, bien protégé. Donc, en conclusion, comment dire, il y a le temps, il y a l'espace, et puis on est attiré toujours par des extrêmes, et peut-être des ions jusqu'aux attosecondes maintenant, plutôt que les parsecs et des nanomètres. Donc merci pour votre attention. Merci, merci. Alors, y a-t-il des questions? Okay. Merci pour cette présentation. Moi, en fait, j'ai une question pour les phases. Je me demandais si on a un objet dont on ne connaît pas vraiment les propriétés. Comment savoir ce qu'on observe comme signal de phase? C'est seulement électrique et magnétique en même temps, ou magnétique seul, etc. Donc, par exemple, il y a différentes astuces qu'on utilise. Donc, souvent, tous les objets qui ont un champ magnétique, ils ont aussi un champ électrique. Donc, ce qu'on fait, on tourne l'échantillon comme ça. Donc, ça inverse le champ magnétique, mais il n'inverse pas le champ électrique. Donc, on fait deux acquisitions et on soustrait les deux, ou on ajoute en fonction de ce qu'on veut voir. Merci pour cet exposé qui était clair et qui voulait être exhaustif sur la microscopie électronique. Les applications à la biologie qui étaient effectivement au départ le projet du Dupuis, et là maintenant ce retour vers la biologie, est-ce quand même il n'y a pas un problème limitatif? Le problème, c'est que la biologie, c'est la vie, c'est-à-dire que c'est toujours dans un milieu. Si on prend un virus, qu'on le dépose sur une plaquette ou qu'on le met sous ultravide, est-ce que l'information que l'on a est très pertinente pour savoir quel est le comportement de ce virus dans un milieu qui est très loin de celui de l'expérience? En fait, toute la force, je n'ai pas parlé du cryomicroscopie, qui a eu N prix Nobel, qui, je veux dire, nous, on essaie en tant que physicien de revenir vers les objets biologiques, mais pendant tous les 30 dernières années, c'était la cryomicroscopie, où ils ont développé des techniques pour geler avec des trompes très rapides pour que l'objet biologique soit dans son milieu de l'eau. Et puis on le gèle très rapidement, sans cristalliser, sans créer des... On a un spécialiste dans la salle. Et puis figé, et comme ça on peut regarder au moins de ce point de vue. Voilà, c'est ça. Les méthodes de super résolution en microscopie optique sont très très intéressantes parce que justement tu peux regarder encore dans son milieu aquatique, disons, et pour essayer de suivre la dynamique des objets dans une cellule. Je pense que regarder la dynamique en microscopie, ça va être difficile. Bonjour.
Est-ce qu'il y a un intérêt à étudier les supraconducteurs avec ce type d'analyse? Oui, ma thèse a démarré en 87. Et donc, comme toutes les thèses ont démarré en 87, on a demandé de travailler sur les supraconducteurs. Et c'était un cauchemar. Parce que ces oxydes, à l'époque, pour trouver un moyen de les préparer, pour les regarder dans le microscope, c'était un vrai cauchemar. C'est beaucoup mieux maintenant. On a utilisé la supraconductivité. Il y a eu des lentilles électromagnétiques qui utilisent la supraconductivité pour avoir des grands champs. Et on regarde des... comment ça s'appelle dans les supraconducteurs? Les vortex et les skyrmions, c'est dans les supraconducteurs? Non, pardon. On regarde des vortex dans les supraconducteurs, par exemple. On peut les voir déplacer. Donc, l'holographie a été utilisée pour ça. Mais une des grosses difficultés, c'est que s'il faut refroidir à hélium liquide, il y a des contraintes techniques qui sont assez énormes. Donc, il y a peu de gens qui y vont pour cette raison. Jean-Martin, merci beaucoup pour cet exposé. Du coup, aujourd'hui, où sont les limitations techniques à surmonter pour améliorer encore l'holographie? Tu nous as parlé d'une technique de dynamique avec de la microscopie ultra rapide. Mais si on veut gagner en sensibilité, si on veut gagner en résolution, je ne sais pas, enfin, où sont les défis techniques là aujourd'hui? On a réglé beaucoup de problèmes. Et le dernier en date, c'est le détecteur. Donc, le dernier projet de la région qu'on espère sera concrétisé, c'est de mettre un détecteur à détection d'électrons direct sur le microscope. C'est-à-dire, dans tous les travaux du passé, on convertit les électrons en photons et puis on détecte les photons. On met une plaque, un scintillateur, et puis on mesure la quantité de lumière qui en sort, mais qui est inefficace. Les nouveaux détecteurs détectent directement les électrons avec la microélectronique. Et tu peux sortir le signal à chaque pixel de l'image en quasi instantané. Donc ils peuvent aller jusqu'à 3000 images par seconde maintenant. Et il y a la limite finalement, parce que c'est la microélectronique, c'est des gigahertz actuellement. Donc on peut sortir le signal. Et le signal est beaucoup plus propre. Donc on gagne un facteur de 10 dans les temps de pause, qui est énorme pour les objets biologiques, mais aussi quand on veut voir les champs très faibles. Parce qu'on ne veut pas... Le problème avec les microscopies électroniques, on détruit progressivement l'échantillon avec le faisceau, et donc on n'a pas les temps illimités. Deuxième chose, pour moi, c'est la automatisation. C'est-à-dire là où les cryomicroscopistes ont très bien fait d'ailleurs, qu'ils ont beaucoup automatisé le manip. C'est-à-dire qu'il y a moins d'intervention humaine et on peut stabiliser le microscope pour qu'il ne bouge plus, qu'on ajuste en permanence. Et comme ça, soit on peut faire des temps d'exposition très longues, ou on peut regarder un objet comment dire, exactement le même endroit pendant un certain temps. Et on pense à maintenant l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il va pouvoir surveiller la manip pendant qu'il fonctionne pour corriger toutes les petites aberrations et problèmes en temps réel pendant qu'on fait les expériences? Et ça sera essentiel pour ces manips ultra rapides où on a très très peu d'électrons. Donc les temps de pause vont être des heures. On accumule le signal. Et c'est ça qui va être la limitation, je pense. Moi j'ai une question, mais qui n'est pas scientifique, bien entendu. Donc, c'est lié à l'histoire de
la boule. Est-ce que, bon, j'ai bien compris que la structure métallique permettait de reproduire la cage de Faraday, enfin, le principe. Jusque-là, j'arrive à suivre. Non, je voudrais savoir, il y en a d'autres dans le monde? Enfin, est-ce que tous ce type d'installation, est-ce que, architecturalement parlant, en fait, est-ce que tout ressemble à notre boule? Je sais pas. Il y en a qui ressemblent à la boule. Au Canada, je connais un centre où il avait fait plutôt quelque chose un peu comme, à l'époque, c'était le rage des buckyballs et tout ça, donc ils ont fait plutôt un polygone. Mais il n'y a pas de raison de faire ça. Là, il y avait quand même une raison de le faire, parce que l'accélérateur était dans l'air. Maintenant, les accélérateurs sont blindés, ils sont dans un gaz inerte. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir un boule. Donc, les autres labos qui ont fait des polygones ou des choses comme ça, c'est plutôt par inspiration, soit leur propre inspiration, peut-être qu'ils connaissaient la boule. À l'intérieur, on n'utilise plus l'étage au-dessus, on le garde comme écran, que notre histoire. Il n'est pas utilisé. En fait, c'est un bâtiment qui est unique. Il n'est pas unique parce qu'il y a d'autres sphères. Il y a le géode à Paris, à Bruxelles. Mais dans la microscopie, oui, c'est unique. C'était les premiers microscopes, d'ailleurs, à très haute tension. C'était les premiers qui étaient ici. Merci. On va arrêter là, je crois. Pourquoi le site de Toulouse particulièrement? Est-ce que c'était lié à la personnalité de Gaston Dupuy qui était d'ici? C'est ça, c'était tout à fait. Ça. Il faut avoir quelqu'un qui y croit. Je veux dire, déjà, cette idée, moi, je n'ai pas l'idée de construire un nouveau laboratoire pour moi. Je veux dire, ça dépasse l'entendement, quoi. Mais il y a certaines personnes qui sont visionnaires. À l'époque, il fallait reconstruire la France, il fallait se lancer. C'était reconnu partout dans le monde par la suite. Il faut avoir des gens qui et aussi politiquement bien connectés, etc. Il y a plein de projets, plein de gens, hein, mais finalement, c'est ça, à un moment donné, il y a quelqu'un qui veut le faire et il trouve les moyens de le faire. C'est impressionnant. Merci beaucoup, Martin Hauch. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci.